2020 du festival. Et évidemment, comme Jean-Baptiste vous l'a dit, on retrouvera à la fois en ligne et ensuite dans une version papier ces différentes contributions. Pourquoi choisir Game of Thrones comme thème de ce colloque? C'était une évidence parce qu'il y a eu un avant et un après Game of Thrones, comme il y a eu un avant et après Le Seigneur des Anneaux, ou un avant et un après Harry Potter, ou en matière de séries télévisées, un avant et un après Buffy contre les vampires. Game of Thrones sous le trône de fer, si l'on préfère la traduction française, est sans conteste une œuvre littéraire majeure et son adaptation télévisée une véritable déflagration culturelle mondiale. Où fallait-il vivre sur notre planète pour n'avoir jamais entendu parler de Game of Thrones? Je laisse la question en suspens. Pour parler de Game of Thrones donc, le Festival des mondes imaginaires d'Épinal a réuni autour d'une table virtuelle 5 auteurs et autrices très appréciés des Imaginales. C'était le premier critère, le second étant qu'ils aient lu tout l'essentiel des ouvrages et regardé en totalité ou presque la série télévisée. Donc 5 présents parmi nous, 5 écrivains. Nous avons Emmanuel Chastelière tout d'abord. Son premier roman a été, excusez du peu, nominé au prix Imaginal 2017. Le second obtenu le prix Révélation 2018 des Futuriales. Il est également le fondateur du site Elbakin. Si ce n'est pas déjà fait, pour le découvrir, je vous conseille La Piste des Cendres chez Critique, son dernier roman. Lionel Davoust, collaborateur éminent et depuis 2002 du festival, coup de cœur des Imaginales 2012, pré-Imaginal 2010 de la Nouvelle, prix Elbakin 2017, cycle Les Dieux Sauvages aux éditions Critiques. Estelle Faye, coup de cœur des Imaginales 2015, prix Imaginal 2015 et 2019, je ne cite pas tous les autres prix, qu'elle accumule, c'est énervant pour les autres. Le Seigneur de Bohême et les Révoltés de Bohême chez Critique, c'est un diptyque, chaque roman pouvant se lire indépendamment, un diptyque de fantaisie épique et qui donc quelque part, bien évidemment, ce n'est pas un Game of Thrones à la Estelle Faye, mais c'est un ouvrage qui se situe dans la fantaisie épique. Silène Edgar, prix des Incorruptibles 2015-2016, prix du lit du roman 2015, elle aussi maintenant une des collaboratrices régulières des Imaginales. Je vous renvoie à son roman récent, Les Affamés, chez J'ai lu. Et enfin, Aurélie Wallenstein, coup de cœur des Imaginales 2017, prix Imaginal des bibliothécaires 2019, son dernier roman chez Scrinéo, Yardam. Voilà ce qu'on pouvait dire pour présenter nos auteurs. Place donc à la discussion. Je rappelle qu'il y aura environ une petite heure, un peu moins maintenant, de dialogue entre nos 5 auteurs et qu'il nous restera une trentaine de minutes pour donner la parole à nos festivaliers virtuels, à ceux qui assistent à cette table ronde pour poser les questions que nous n'aurions pas déjà abordées. Donc, première question, pour parler de Game of Thrones, je l'ai un peu séparé une petite dizaine de questions. Je commencerai par poser la question de la découverte, tout simplement. La première question qui s'adresse donc à nos 5 auteurs et autrices, comment s'est faite votre découverte de Game of Thrones? Par les livres d'abord, ou la série télévisée puis les livres, pour commencer, Lionel Davoust? Ouf, alors les circonstances exactes, j'avoue que ça commence à remonter parce que je me suis intéressé surtout à Martine au tournant des années 2000, si ma mémoire est bonne, donc à travers les bouquins d'abord, lus en anglais à l'époque. Et à l'époque, je dirigeais une revue de fantasy qui s'appelait Asphodel et j'avais eu le plaisir et l'honneur et l'avantage de réaliser, enfin de co-réaliser un dossier sur l'œuvre de Martine. Et Before It Was Cool, avant la série télé et tout le succès effectivement qui a pris la planète, j'ai eu le grand honneur d'avoir Martine au téléphone d'ailleurs pour une interview d'une demi-heure. Et voilà, donc surtout plutôt à travers les livres. Et ensuite, il y a beaucoup de choses à lire. J'avoue que j'ai pas tout lu. J'ai un peu décroché en cours de route. Non pas à cause de la qualité des livres, mais parce que beaucoup de choses à lire. Et j'y suis revenu après par la série que pour le coup, j'ai regardé et étudié par intérêt en détail parce que la narration de Martine, je trouve, est assez intéressante à beaucoup de niveaux. On va y revenir. Et Estelle Faye, la découverte s'est faite comment? Livre aussi, et pareil comme Lionel, mais avec beaucoup moins de côté people autour. Avant que ça soit connu, j'étais tombée dessus dans une petite librairie du j'allais souvent l'été à l'époque et où je vais encore souvent écrire, où ma famille a des attaches.
Et c'était vraiment le genre de livre que je cherchais à lire pendant les vacances à cette époque, juste quand il venait de sortir en français, c'est-à-dire en gros des gros pavés avec plein de personnages. Et voilà, vraiment, j'adorais lire ça sur la plage, dans le jardin, quand j'avais quelque chose qui ressemblait à des vacances. Donc, je l'ai vraiment découvert par les livres. Et la série, je m'y suis mis un peu sur le tard, en fait, un peu après tout le monde, parce qu'à la base, je ne regarde pas beaucoup de séries, désolée, parce que ça prend un temps énorme. Et j'ai du mal à avoir la discipline de rester devant une série, de regarder tous les épisodes. Mais j'avoue que dès que j'ai vu les premiers épisodes, par contre, c'est surtout la direction artistique qui m'a complètement bluffée, qui n'était jamais vue en série de fantasy. Et c'est vraiment pour ça que je suis restée devant et que j'ai complètement accroché, quoi. Voilà. Emmanuel? Oui, bah, les livres, pour moi aussi. J'avoue que j'ai commencé, je pense, avec les grands formats chez Pygmalion. Et puis, donc, pareil, au début des années 2000, hein, à peu près. Et puis, bah, j'ai basculé, je pense, à l'anglais. Je n'ai pas pu attendre, j'avoue. Je me suis laissé avoir par bah, voilà, le succès de la série. Je voulais à tout prix découvrir ce qu'il en était avec le tome 4, je crois, ou 5. 5, c'est sûr, mais peut-être 4. Et du coup, bah, après, j'ai fait le basculement assez facilement vers la série parce que c'est vrai qu'avec justement avec Elbakin, bah, on suit aussi l'actualité de tout ce qui est adaptation de cycles fantasy. Donc évidemment, même professionnellement, j'ai envie de dire, ça reste du bénévolat, bah, c'est vrai que j'ai été forcément obligé de suivre un peu ce qui se faisait. Puis après, je me suis laissé prendre au jeu d'une adaptation réussie pendant la majeure partie de la vie de la série, on va dire. Aurélie Wallenstein. Au début des années 2000. Et moi, je les ai vus sur des tables chez Gibert, en fait. J'étais étudiante à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai acheté les poches. Et en fait, je connaissais pas du tout l'histoire. C'était vraiment une rencontre fortuite. Et je les ai achetés sur couverture. C'est-à-dire que là, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est la couverture du poche. Et en fait, j'ai vu un mec en armure qui marchait à côté d'un loup noir. Donc il y avait les deux, il y avait le tome 1 à l'époque et le tome 2 qui étaient vendus ensemble à Gibert ce jour-là. Et j'ai vu le loup, j'ai fait « Ah bah je vais lire ça ». Et après, bah, ça a été un vrai coup de foudre. Hein. J'ai vraiment lu tout. Bah, moi je lis en français, j'ai un peu de mal en anglais. Donc actuellement, je suis bloquée, comme tout le monde en fait. Oui, là, on est tous bloqués. Oui, voilà, on est au bout, on attend. Ouais. Et la série, bah, du coup, j'étais très impatiente quand j'ai su qu'il y avait une adaptation et j'ai regardé tout de suite la saison 1 dès qu'elle est sortie. Silène Edgar, ça s'est passé pareil? Ah non, moi j'ai fait dans l'autre sens. J'ai commencé par regarder la saison 1. Je me suis dit, ah, mais c'est génial et je veux d'autres choses. Donc, du coup, bah, c'est très bien. Il y a les livres et j'étais très contente de découvrir cette narration incroyable. Et du coup, bah, j'ai été bloquée vite, comme tout le monde. Hein, et donc, j'ai continué à regarder la série et à faire des allers-retours pour vérifier, pour aller voir comment ça marchait dans l'un, dans l'autre. Voilà, donc pour moi, ça a été vraiment les deux en même temps et des allers-retours. Très bien. Une autre question, pour vous, Game of Thrones, est-ce que ça représente une rupture avec ce qui s'est fait auparavant en fantasy ou est-ce que c'est simplement la quintessence, en quelque sorte, de la fantasy historique? Qui est-ce qui s'y colle? Bon, comme la fantaisie historique, c'est un peu mes grands amours en fantaisie. Nicole, s'il n'y a pas d'autres volontaires. Mais c'est vrai que c'est l'un des points c'est sans doute pas en tout cas une rupture, c'est peut-être pas l'un des seuls, mais c'est vraiment clairement l'une des séries qui a mis la fantaisie historique sur le devant de la scène, qui a montré ce qu'on pouvait faire avec la fantaisie historique, les possibilités, possibilités aussi de crédibilité des univers que pouvait amener l'historique, et tout en ayant quand même aussi un énorme contexte mythologique, tout en ayant du vrai fantastique, tout en sans pour autant réduire la dose de magie ou de fantastique ou d'évocation d'un univers, au contraire. Et c'est vraiment la série qui montre à quel point les deux peuvent marcher ensemble et qui l'a montré en plus grâce à la série télévisée pour le coup à un très large public. Donc peut-être pas, disons, complètement créateur ou complètement ultime, mais en tout cas clairement qui a posé les choses d'une manière absolument indéniable et indiscutable et d'une manière qui est vraiment très forte et qui a permis à cette fantaisie-là de dire hey, « je suis là, j'existe » d'une manière qu'on ne peut plus nier aujourd'hui. Donc pour ça,
elle est maintenant incontournable, quoi, clairement. Et Vous, Lionel, Davos l'a prouvé. Oui, entièrement. Je trouve qu'on est effectivement complètement dans la continuation d'une mouvance qui remonte. Par exemple, on parle de Martin, mais on pourrait également parler de Robin Hood qui utilise les mêmes codes. Il se trouve que Robin Hood n'a pas eu l'explosion en série télé qu'a eu Martin, mais on est complètement dans la continuation de la mouvance. C'est marrant parce que justement, à l'approche de la table ronde, j'en discutais ce matin sur Twitter avec des lecteurs, le code d'avoir ces luttes entre ces factions, ces royaumes, c'est quelque chose qui remonte aux origines du genre. Et alors, juste pour rebondir aussi sur ce que disait Celle concernant la fantaisie historique, juste peut-être pour alors, je parle sous le contrôle des universitaires qui sont là, mais concernant je pense juste peut-être un petit mot de définition sur la fantaisie historique qui a un peu deux sens. On peut la considérer comme étant la fantaisie se situant ou réécrivant une période de l'histoire. Je pense notamment, par exemple, à ce que fait notre camarade Fabien Cerruti avec le Bâtard de Kossighan. On est dans un contexte historique à proprement parler. Et la fantaisie historique à la Martine ou à la Robin Hood, on est dans ce qu'on appelle un monde secondaire, un autre monde de fantaisie, mais qui reprend énormément les codes de l'histoire avec une tentative de vraisemblance historique par rapport au Moyen-Âge ou à la période telle qu'elle était. Même si je peux juste rebondir sur Lionel 30 secondes, pour moi, je trouve que par moment, on trouve même plus de vraisemblance au sens historique du terme dans la fantaisie historique à monde secondaire que dans certaines fantaisies qui sont dans des époques historiques réelles, mais qui finalement vont se permettre de beaucoup moins les considérer, en fait, les fouiller, de beaucoup moins fouiller leur psychologie et de les prendre juste comme un décor. Je ne parle pas de Fabien Cerruti qui fait un super bon boulot, mais c'est vrai que par moment, on peut avoir de la fantaisie où l'histoire n'est qu'un décor, même si on nous dit c'est la vraie histoire, alors que très souvent, dans des fantaisies secondaires, et c'est clairement ce que nous montre Martin, c'est qu'on n'a pas besoin d'être en Angleterre en 1243 pour qu'on ait une crédibilité historique et surtout une manière de fouiller les intrigues, les mentalités, les cultures qui donne ce côté pied dans la boue, ce côté crédible, qui bosse vraiment sa doc historique. Ce qui m'a vraiment frappé et plu énormément, c'est l'aspect politique, la façon dont il a construit une cathédrale immense qui représente vraiment cette lutte des classes avec différents points de vue, différentes approches, toutes les références à l'histoire qui sont mêlées pour dresser derrière les puissants des portraits de gens du peuple qui sont pas anecdotiques et qui se développent à travers différentes figures. C'est vraiment pour moi quelque chose de très très intéressant dans cette série. Les autres intervenants, pas de réponse particulière, pas d'ajout? Si je puis me permettre, moi je suis d'accord avec mes camarades, mais je pensais aussi à un auteur, en fantasy historique, un auteur comme Kay, qui est, comme me dit un de mes éditeurs, c'est l'auteur préféré des auteurs, mais pas forcément celui qui justement se vend le plus. Mais voilà, c'est vrai que Martin, il a su aussi, c'est ça l'avantage d'un cycle aussi, c'est que Kay explore souvent un univers après l'autre, même s'il revient parfois dans certains de ses univers. Avec le côté cycle, Martin a aussi entraîné les lecteurs à sa suite, pour simplement le fait de vouloir savoir ce qu'il réserve dans le tome suivant. Donc, je pense qu'il y a aussi cette dimension qui joue en plus de ce qu'il a su prendre dans le domaine justement de la fiction historique. Très bien. Je voulais explorer un petit peu avec vous le rapport que vous avez comme écrivain avec Game of Thrones de façon plus précise, pas seulement comme lecteur, puisque là c'est plutôt les lecteurs que vous êtes aussi qui se sont exprimés. Donc ma question sera toute simple, c'est est-ce que Game of Thrones a modifié votre façon de percevoir et de raconter une histoire, et si oui, en quoi? Lionel, par exemple? Alors, moi je dois une dette très particulière à Martin, mais ce n'est pas une dette de narration en fait. Je disais tout à l'heure, j'ai interviewé Martin au téléphone, il m'avait très gentiment donné une demi-heure, il était déjà très occupé à l'époque, on était quelque chose comme en 2003, il était déjà très occupé à l'époque, mais il m'avait très gentiment donné une demi-heure pour qu'on s'entretienne au téléphone, et je lui avais demandé la chose que tout le monde sait maintenant, mais à l'époque je lui avais demandé, en gros, c'est quoi vos inspirations? Et donc il me dit ce que tout le monde sait aujourd'hui. Il cite notamment Les Rois maudits de Maurice Druon.
et en me parlant de son rapport avec justement l'histoire et comment l'histoire des gens, c'est ce qui l'intéresse dans l'histoire. Et j'avoue que sur l'instant, je suis resté bloqué. J'ai fait poker face, bon, on était au téléphone, hein, il n'y avait pas WhatsApp, mais et je me suis dit, ces salauds d'Américains qui viennent piquer notre patrimoine historique pour en faire de la fantaisie des banques. Mais c'est vachement malin. Et c'est ce jour-là, j'ai été jeune et chevelu et j'avais pas d'expérience. Mais ce jour-là, je me suis dit, la vache, moi un jour j'écrirai un truc sur Jeanne d'Arc. C'est rigolo parce que c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et il m'a fallu 15 ans à peu près pour acquérir l'expérience pour tisser une saga d'envergure comme ça. Donc c'est vraiment, c'est vraiment cet entretien-là où je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, mais c'est évident. L'histoire est la première source d'inspiration du genre et elle se construit aussi. Elle a également une énorme dimension mythique qui se base là-dessus. Et qu'est-ce que la fantaisie, si ce n'est parler du mythe, quelle que soit l'origine. Donc voilà, sur la narration à proprement parler, comme on a un peu dit tout à l'heure, pour moi, Martin, il est vraiment dans la continuité des codes de la fantaisie. Donc pas tellement, même si, de par l'immense exposition qu'a eu Martin, il a énormément contribué à mettre sur le devant de la scène le roman choral, c'est-à-dire le roman à plusieurs points de vue dans la grande saga. Et du coup, c'est peut-être un peu plus facile d'en écrire aujourd'hui. En tout cas, ça fait peut-être moins peur. Et du coup, merci à Martin pour avoir ouvert la porte là-dessus, parce que ça nous permet de tisser de grandes sagas vachement ambitieuses. Et c'est très, on va pas se mentir, c'est très amusant à faire. Estelle Faye? Comme je disais tout à l'heure, moi, Martin et Game of Thrones, ça fait vraiment partie de toutes ces lectures d'été, vraiment, donc de gros pavés de fantaisie sombre. Et c'était l'un des vaisseaux amiraux, c'est-à-dire de mes lectures de fantaisie sombre de l'été. Et en fait, quand j'ai commencé à réfléchir à Bohen, dont on parlait au début, mon idée, c'était ça, c'était de faire retrouver aux lecteurs ce plaisir des pavés de fantaisie sombre l'été sur la plage, même s'ils ne sont pas sur la plage en été, tout de même. Mais c'était vraiment ce feeling que j'ai. Et puis forcément, il y a plein de choses qui, je pense, m'ont imprégné, mais sans que je le sache à l'époque. On m'a toujours en ligne? Oui. Parce qu'il y a marqué ma connexion Internet est instable, donc voilà. À l'époque, quand j'ai commencé à lire Game of Thrones, je ne pensais pas du tout être autrice un jour. Donc j'étais juste une pure lectrice qui était là en train de trouver que c'était vraiment cool de lire ça. Mais il y a plein de choses qui, je pense, m'ont imprégnée et qui me parlent beaucoup maintenant en tant qu'autrice aujourd'hui, et notamment vraiment ce réalisme, cette crédibilité-là, cette manière aussi d'étendre les univers. C'est vraiment par quelques petits persos perdus dans une forêt, dans un coin paumé du monde. Et à partir de là, comment il étend un univers immense et où on sent que même les coins où il n'est pas encore passé, ou peut-être même il ne passera jamais concrètement, ils ont quand même plein d'histoires à raconter, ils ont plein de couches et de couches d'histoires. Et voilà, cette manière d'étendre des univers complètement bluffants, c'est peut-être aussi justement une des choses qui, pour moi, je suis désolée Emmanuel, pardon, donne plus d'ampleur à Martin qu'à Kay, et pardon Emmanuel, vraiment. Mais c'est cette manière de pouvoir toujours déployer encore plus loin l'univers. Ça aussi, ça fait partie des choses qui m'ont imbibée inconsciemment en tant que lectrice. Et ce n'est pas des références conscientes, mais c'est tout ce qu'on voit quand on n'est pas encore soi-même en train de pratiquer un art et qui parfois nous forme plus que finalement les lectures qu'on fait peut-être plus consciemment une fois qu'on s'est mis à écrire ou à réaliser des films ou tout ça. Donc ça fait clairement partie de ce chaudron-là pour moi. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous voudra ajouter quelque chose? Oui, donc moi en fait j'ai comme un peu comme Estelle, je crois que j'étais en pause à cette époque-là, j'écrivais pas, je lisais le Trône de Fer, mais par la suite c'est un bouquin que j'ai beaucoup relu et moi il m'a beaucoup appris techniquement, au niveau des descriptions et au niveau des dialogues. Moi je trouve qu'il a une façon de dialoguer qui est très intéressante, qui moi m'intéresse beaucoup et que j'apprécie énormément. Je vous ai pris des exemples un peu pour qu'on puisse en parler. Vous inquiétez pas, ça ne va pas spoiler. Alors, au niveau de la description, attendez, j'ai un fichier que je vais vous lire. Lorsque le soleil se coucha, l'air fraîchit et les enfants rentrèrent affamés de souper. Mais le prince s'attarda encore sous ses orangers, les yeux perdus sur le spectacle des bassins silencieux et de la mer qui s'ouvrait par-delà.
Un serviteur lui apporta une jatte d'olives violettes, ainsi qu'une galette de pain, du fromage et de la purée de pois chiches. Après avoir vaguement grignoté de ces mets, Doran sirota une coupe de ce vin doux, sirupeux et corsé qu'il aimait, puis, l'ayant finalement vidé, s'en resservit une autre. Un moment survint d'aventure au cours des heures les plus noires de l'après-midi, où le sommeil vint le trouver dans son fauteuil, et ce fut seulement alors que le capitaine le roula le long de la galerie éclairée par la lune, lui fit dépasser une rangée de piliers cannelés, franchir le seuil d'un arceau gracieux, puis l'introduisit dans une chambre proche de la mer qu'occupait une immense couche au drap de lin frais et crissant. Le prince exhala un gémissement quand le capitaine entreprit de l'y transférer, mais les dieux eurent la bonté de lui épargner de se réveiller. Alors ce passage, il est très intéressant techniquement, parce qu'en fait, il y a tout. Vous aurez remarqué qu'il y a des couleurs, il y a les ombres et la lumière, il y a le bruit de la mer, le gémissement, il y a le goût, quand il décrit les aliments, le vin sirupeux et doux, il y a aussi un travelling. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le mouvement du personnage le long des colonnes. Donc là, vous avez un passage en fait, qui va synthétiser un peu plein de choses techniques en écriture qui font que le passage est visuel, qu'il est visuel et qu'il est riche au niveau des émotions qu'on éprouve. Il est sensuel, il fait appel aux 5 sens, et ça, dans un texte, forcément, ça marche très fort, et je trouve que c'est très, très intéressant d'analyser techniquement l'écriture de Martin. Pour ça, il est d'une efficacité redoutable. Alors, je sais que c'est une traduction, hein, donc la traduction est pas mal critiquée. Moi, je n'ai lu qu'elle, j'ai eu l'occasion de comparer avec l'anglais. Je sais que c'est pas tout à fait la même chose, mais là, en l'occurrence, je pense qu'on est sur sa technique. Et au niveau des dialogues aussi, il a une façon de dialoguer qui est bien à lui. Alors, très rapidement, hein, pour ne pas vous embêter. Alors, voyez voir comme le dialogue il va commencer. « Oncle Ben est à ta recherche, dit-il. Voilà déjà 1 heure qu'il voudrait être en route. »« Je sais, j'y vais. » Il promena un regard circulaire sur le vacarme et le chaos. « Il est plus pénible que prévu de s'arracher. Pour moi aussi. » Au contact de sa tête toute blanchie, les flocons ne tardèrent guère à fondre. « Tu l'as vu ?» La gorge trônée pour répondre posément, John acquiesça d'un signe, etc. En fait, ce que je veux vous démontrer par cette lecture, c'est qu'il va entrelacer l'oralité et la description. Et ça, moi, c'est quelque chose, personnellement, j'adore ça. C'est pas une juxtaposition des scènes dialoguées, il est vraiment toujours dans ce côté visuel, ce côté sonore, qui fait que vous allez être plongé dedans. Et ça, moi, je trouve que techniquement, c'est pour ça que j'ai beaucoup lu et relu et re-relu, et je me suis imprégnée de sa technique, parce que je la trouve, pour tous les apprentis auteurs qui nous regardent, vraiment, il y a beaucoup à apprendre, je trouve, de George Martin. Un grand savoir-faire, oui, Lionel. Oui, juste pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec toi, Aurélie, et ça en plus c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit que Martin aussi a fait des classes de scénariste, où justement, comme tu le pointes, il interpénètre l'exposition, l'action et le dialogue. Ce que je trouve vachement intéressant aussi, juste si on parle juste 2 minutes d'écriture, sur les passages de description que tu pointes, c'est que en fait, il montre extrêmement peu en réalité. Les descriptions, l'arceau gracieux, qu'est-ce qu'un arceau gracieux? Je sais pas, on a tous une description vachement différente. La mer qui s'ouvre, c'est vachement beau, mais on aura à nouveau chacun tous une description différente. Et à mon avis, c'est pour ça que ça marche, parce que et de temps en temps, il donne un détail, les olives violettes, etc. Ça, c'est hyper précis. Et en mélangeant du précis et presque du symbolique, il compose un tableau vachement riche. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, son écriture est très intéressante pour ça. On parlait d'autres pays. Sur la technique aussi, moi, ce qui me sert beaucoup et que je me lance pour la première fois dans un texte de fantasy. Donc, j'essaye. Et je reprends toujours les débuts de chapitres pour comprendre comment il fait pour qu'on soit tellement déçu de laisser un de ces personnages et tellement ravi extrêmement rapidement de retrouver le suivant. Et on oublie très très vite, et ça c'est vraiment intéressant à observer chaque fin de chapitre, début de chapitre dans ce roman choral, comment on bascule et comment on se fait avoir en tant que lecteur pour ressentir ce « Ah non, déjà, c'est fini, j'ai pas envie de laisser ce personnage, je sais pas quand est-ce que je vais le retrouver », surtout au fur et à mesure, parce qu'il y en a de plus en plus. Et très vite, on l'a oublié. Et on est dans le suivant. Et déjà, on regrette parce qu'à un moment, on sait qu'on va devoir s'arrêter. Et ainsi de suite, ça marche. Ça, c'est génial à étudier. Je voulais aussi vous demander, donc, comme écrivain vous-même, qu'est-ce que ça a changé Game of Thrones? C'était la question, mais pour la préciser, est-ce que vous vous autorisez aujourd'hui des choses que vous n'auriez pas osé faire, par exemple à vos personnages, avant Game of Thrones?
On pense savoir à quoi tu fais référence. Je Par ne sais pas exemple, la si on... façon dont il met en avant un personnage qui a des éléments sympathiques, etc. Et paf, quoi, il Ouais. l'élimine avec une sauvagerie. Et c'est pas une fois, c'est quand même fréquent. Même dans des livres de fantasy violents, on a assez rarement vu un tel degré d'élimination des personnages dont on pense qu'ils vont jouer un rôle majeur dans l'histoire. Alors, juste pour l'anecdote, je vais essayer de ne pas spoiler, mais il y avait déjà un jeu vidéo qui l'avait fait avant. On y a joué en 97, je crois, à peu près. Qui a été des récemment joueurs. refait? Oui, enfin, D'accord. voilà. Et du coup, moi, ce principe-là, ça m'avait tellement chaviré à l'époque que dans Game of Thrones, c'est peut-être pas ça qui m'a le plus marqué, mais oui, c'est vrai que c'est spécial. Mais je me suis pas autorisée à faire ce genre de choses avec George Martin. Les autres? Non, c'est vrai que les personnages à la moralité ambiguë, c'est pas là aussi, c'est pas Martin qui l'a forcément inventé, bien sûr, mais c'est vrai que vu le succès du cycle, on peut, j'imagine, être moins hésitant à présenter un protagoniste d'importance qui ne sera pas forcément emparé de toutes les vertus et qui laissera également beaucoup parler en fait ses failles. Donc là-dessus, oui, après on a vu des auteurs comme Abercrombie, etc. Et puis avant, il y avait même la Compagnie Noire de Glenn Cook. Voilà, c'est pas nouveau en soi. Mais voilà, l'exposition, effectivement, le succès du Trône de Fer fait que forcément, c'est devenu aussi un peu à la mode et quelque part, sans en faire un gimmick, je pense que c'est agréable d'avoir quand même un peu plus de liberté à ce niveau. Parce qu'après tout, non, je voulais juste dire parce qu'après tout, peu importe, au final, on parle avant tout peu importe la dimension historique, etc., ça reste avant tout l'occasion de parler de l'humain, en fait. Donc, voilà. Oui, Estelle? Juste, alors déjà, je suis d'accord avec Emmanuel. Donc, il paraît qu'il fallait de la controverse. Je trouve que justement, au contraire, la dimension historique est vraiment importante dans l'œuvre de Martin. Et évidemment, des auteurs de fantasy qui massacraient du personnage, il y en avait avant, il y en a eu après. Mais la manière dont Martin le fait, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il arrive à retrouver cet arbitraire de l'histoire telle qu'elle peut se dérouler. Et une façon dont il a été, disons en tout cas, quelque chose qui, je trouve, est du Martin mal compris, qu'on voit parfois, c'est les morts de personnages après pour charcler du personnage. Pour faire un truc, ouais, ça va être choquant, on va tuer des personnages. Alors que quand Martin le fait dans les livres, il y a toujours quand même une justification, même si cette justification, c'est justement l'arbitraire de l'histoire. Et quand c'est mal fait dans des gens qui veulent surfer un peu sur cette vague, on sent que c'est fait pour faire du gore, pour faire du sang partout. J'ai rien contre le gore, mais simplement, si on fait du gore assumé pour le gore, c'est super. Mais par contre, quand on dit, en gros, oui, je fais comme Martin, je tue mes personnages, ouais, vous voyez, comme j'ose et tout, sauf que lui, il ne le fait pas parce qu'il ose, il le fait parce que ça a un sens dans ce récit. Et ça a un sens qui est vraiment inspiré de ce background historique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne les tue pas pour les tuer n'importe comment, quoi. Non, mais c'est sûr, c'est pour ça que je disais qu'il fallait éviter que ça devienne un gimmick. Ah ben, là-dessus, complètement d'accord. Mais justement, c'est là que la patte historique et que le fait de se reposer sur l'histoire, pour les massacres de personnages que lui fait particulièrement, c'est hyper pertinent en fait. Ah, mais oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce que j'ai retrouvé là-dedans, moi, c'est beaucoup plus mes expériences de lectrice de romans historiques ou de documentaires historiques, dans sa manière de gérer les morts, que mes expériences de lectrice de trucs ou de spectatrice de films un peu plus gorasses, un peu plus violents, qui sont sympas aussi, mais c'est juste pas la même chose. Lionel Davoust? Alors, sur la question de l'influence ou pas, sans pas forcément m'étendre sur mon cas, mais plus considération générale, qui est que les littératures de l'imaginaire, alors on voit surtout cette notion en science-fiction, mais elle est quand même présente en fantasy aussi, c'est l'intertextualité. C'est-à-dire que il y a des codes, les codes de l'imaginaire évoluent au fur et à mesure, et par exemple, c'est impossible d'écrire de la fantasy à monde secondaire sans, à un moment, savoir que Tolkien est venu avant nous. L'influence que Martin a fait qu'aujourd'hui, c'est difficile d'écrire de la fantasy historique ou médiévale sans savoir que Martin est venu avant.
et Martin a fait bouger, en bien, en mal, je ne sais pas, c'est pas à moi de juger, mais en tout cas, il a fait bouger, à mon avis, les codes et les perceptions du public concernant les codes de la violence au sens large. Et peu importe où on se place, où est-ce qu'on a envie de se placer, moi j'ai toujours bien aimé les personnages d'Enfoirés, j'ai toujours bien aimé Sharkley, donc ça ne me pose pas forcément plus de problèmes. Mais par contre, je pense qu'il est difficile aujourd'hui d'écrire de la fantasy en n'ayant pas conscience, en ne se posant pas la question de se dire voici, dans le moment auquel nous sommes, la manière peut-être dont Martin, le Trône de Fer, a fait bouger, en bien ou en mal, bouger les codes concernant la violence et l'immunité scénaristique, qu'il n'y a pas vraiment chez lui, quoi qu'on pourrait en discuter. Et je pense qu'il faut se poser la question, simplement en se disant, voici comme avec tout code, hein, peu importe, mais en se disant, voici les codes et voici ce qu'ils sont. Qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que je me place et quelle va être ma réponse et mon placement, quel qu'il soit. Très bien, Lionel, merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut faire une remarque? Oui. Ouais. En fait, moi, j'écris principalement pour la jeunesse. Et en jeunesse, il y a forcément cette question de l'identification au personnage de la part du lecteur. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse chez Martin, mais qui me pousse à écrire, si je veux aller vers ce qui m'intéresse chez lui, il faut que j'écrive pour un adulte, c'est que le personnage, voilà, puisque de toute façon, il peut mourir comme ça, c'est l'histoire qui compte, vraiment, principalement, c'est le décor, c'est l'univers, et le personnage, tu sais que tu peux pas t'y attacher, hein, au bout d'un moment, tu as fini par comprendre ça, donc tu t'attaches à tout le reste, tu t'identifies moins à ce personnage-là, et comment ça se construit, ça, c'est vraiment intéressant. Mais du coup, moi, si ça m'influence, c'est pour me dire, bon, si j'ai envie d'aller explorer ce côté-là, va falloir que je laisse un petit peu les petits, quoi. Avant d'en venir à un point important qui sont les rapports entre les romans, la série télévisée, je pense que l'on aura là quelques discussions peut-être où on n'aura pas tous le même avis. Petite parenthèse, l'idéologie dans tout ça. On a parfois reproché à Game of Thrones dans les forums et un nombre de lecteurs sa violence excessive, bon, ça on peut passer assez vite, voire une certaine complaisance, en particulier dans les personnages féminins et en particulier encore dans les traitements dégradants infligés aux femmes, là aussi peut-être encore plus dans la série télévisée que les romans. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes sensible à ces critiques-là de Game of Thrones? Aurélie? Qui sont en premier sur le sujet polémique? Moi, en fait, c'est drôle parce que c'était... En fait, j'y avais jamais vraiment pensé et c'est une discussion que j'ai eue avec Estelle aux Oniriques l'année dernière. Tu te souviens, on avait parlé avec un lecteur de ça et ça m'a vachement ouvert les yeux sur ça. Donc, je pense que tu vas pouvoir développer là-dessus de façon passionnante parce que sur voilà, Alors, le personnage de femme qui est violée au début et puis alors disons, qui est un peu défini par ça, quoi. Alors, pour moi, déjà, il y a vraiment deux choses. Il y a clairement là-dessus quand même une différence sensible, après à voir où iront les romans, mais entre les romans et la série. Et qui vient aussi, mine de rien, d'une certaine, modernisation des relations hommes-femmes, surtout, mais pas que, et de certains comportements dans la série, par rapport au roman qui se place dans un contexte beaucoup plus historique, si on peut dire. C'est par exemple, dans la série, on a beaucoup plus de mariages d'amour, d'histoires de couple, comme on en a plus dans les littératures actuelles. Par exemple, le couple Greyworth-Missandei, ça c'est vraiment un ajout de la série et c'est vraiment quelque chose d'actuel. Le mariage de Rob, qui est vraiment un mariage d'amour, pareil, c'est des visions beaucoup plus, série du 21e siècle des choses. Il y a beaucoup moins l'aspect médiévalisant. Donc vraiment, dans la série, en plus, on est quand même dans des choses assez actuelles au niveau des relations hommes-femmes et des femmes en général. Et il y a effectivement dans la série quand même une sorte d'acharnement sur les femmes, notamment au niveau des souffrances qui leur sont infligées, mais en plus de la manière dont elles sont vues, qui en les décrivant d'une manière plus 21e siècle et paradoxalement plus rétrograde que ce que fait Martin. Il faut me dire dès que je ne suis pas claire. Non, c'est très clair. Par exemple, c'est la manière
dont la série reprend clairement le mythe du viol fondateur avec absolument mais tous les clichés du genre, quoi. Et notamment avec les déclarations de Sansa dans le dernier épisode, où ça, je ne sais pas si après, ça sera quelque chose qui sera aussi marqué dans les romans, mais où là, il y a pour le coup, quand elle dit grosso modo que c'est parce qu'elle a été violée qu'elle est devenue super, voilà, qu'elle est devenue super après tout, oui, on est dans un cliché qui effectivement est un cliché problématique. Dans le fait, mine de rien, que toutes les femmes puissantes, à un moment ou à un autre, doivent devenir complètement cinglées, même si, de fait, ça fait une rupture dans la diégèse même du monde, là aussi, c'est problématique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de la série, quand même. Télé, je veux dire. Le fait, par exemple, que des personnages qui ont une existence plus large dans les personnages féminins, ben, par exemple, le parcours de Catelyn Stark, qui, dans la série, donc, n'a pas le parcours qu'elle a dans les romans. Son parcours s'interrompt brutalement à sa mort. Et il n'y a pas tout ce qui se tourne autour de Lady Stoneheart et tout. On a le droit au spoiler? Voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est que, oui, dans la série, il y a une limite, clairement. Et le fait, justement, d'avoir des couples aussi plus obéissants, on dirait que plus contemporains, entre guillemets, plus 21e siècle, fait qu'on ne peut même pas se dire, oui, mais ok, il parle d'une période différente. Parce que la série parle d'une période qui, notamment sur les rapports hommes-femmes, est finalement beaucoup plus proche de notre 21e siècle. Après, il y a une question, quand on prend de l'historique, qui est la question de l'excuse historique, sur laquelle on est plusieurs à beaucoup cogiter dans les auteurs et les autrices qui écrivent dans ces domaines. C'est cette excuse de dire, oui, non, mais il y a plein de femmes qui souffrent dans ma série, parce que de toute manière, ça se passait comme ça à l'époque. Alors, déjà, ça s'est nuancé beaucoup. Et après, par exemple, il y a... Alors, peut-être que les universitaires qui participent au colloque me corrigeront, donc vraiment me dire dès que je me trompe. Mais il y a un passage qui, pour le coup, existe dans les romans, dans la série, qui, pour moi, est le passage un peu problématique. Là-dessus, qui est la marche de la honte de Cersei. Parce que ce passage-là, la seule référence historique que j'ai trouvée, après, s'il y a des universitaires qui peuvent me corriger, n'hésitez pas, hein, parce que je suis autrice, je ne suis pas du tout universitaire. Mais finalement, c'est donc la marche de la Dame de Coventry. Traverse sa ville donc nue sur un âne pour essayer de faire échapper le peuple à des taxes. Sauf que cette marche de la Dame de Coventry, dans la légende anglaise, qui n'est pas forcément historique, c'est vraiment quelque chose... bon, désolé, on en parle souvent avec des termes anglo-saxons, donc c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est un empowerment de cette femme. C'est-à-dire que vraiment, le fait de se dénuder pour la femme de Coventry, pour défendre les droits donc des gens autour d'elle, c'est une manifestation de pouvoir. Et c'est la seule référence, même pas historique, mais disons folklorique, qui est d'une marche d'une femme noble nue dans une ville. Et là, la manière dont c'est traité dans Game of Thrones, c'est uniquement sous un angle d'humiliation. Donc là, on peut se dire, ouais, ok, il y a des humiliations parce que les femmes étaient humiliées à cette époque, sauf que là, on sort de l'excuse historique, en fait. L'histoire ne doit pas être, l'histoire avec un grand H, ne doit pas être une excuse pour aligner des mauvais traitements pour les femmes. Et il faut se dire par moment, ok, je le fais parce que c'est mon univers, mais pas parce que c'est historique. Et ça, c'est une des grandes questions quand on fait des univers anciens, encore plus patriarcaux si possible que le nôtre et tout ça, de à quel point ça ne me sert pas d'excuse pour aligner des mauvais traitements pour les femmes, et notamment le fait que les femmes soient beaucoup plus glamourisées dans la série par rapport au livre. Le fait par exemple que quand Daenerys brûle, elle garde ses cheveux dans la série. On garde le glamour des femmes. Bah, paradoxalement, ça fait que pareil, ça rajoute pour moi un côté voyeuriste. Il y a des mauvais traitements qui existent moins dans les livres. Après, clairement, les mauvais traitements des femmes et jusqu'où aller, c'est pour moi l'un des grands sujets sur lesquels doit réfléchir la fantasy en général et la dark fantasy en ce moment. Je partage assez largement ce que vient de dire Estelle. Je pense qu'elle met donc le doigt vraiment sur ce qui peut être problématique sur le traitement en particulier des femmes dans Game of Thrones. Et c'est vrai plus dans la série que dans les livres. Je nuancerais peut-être, en tout cas, moi je vous demanderais de rebondir sur cette interrogation que j'ai. Ce qui me frappe aussi quand même, c'est que quand les femmes ont du pouvoir et qu'elles ont été dénudées, humiliées, violées, en général, quand elles ont l'occasion de régler les comptes, elles le font non pas dans la gentille résilience, dans la peine mesurée, mais elles leur infligent un traitement qui, peut-être généralisé, ferait réfléchir un certain nombre d'individus. C'est d'une sauvagerie assez réjouissante, il faut bien le dire. Là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine nuance? C'est-à-dire qu'on leur inflige ça,
mais on ne les présente pas comme des femmes souffrantes, devant porter ça toute leur vie. Elles règlent leur compte, y compris avec sauvagerie. Ah, tu vois, Stéphanie, je peux rebondir là-dessus. Pour moi, c'est la différence entre le traitement de Daenerys à la fin de la série, où en gros, de toute manière, encore une fois, toute femme qui a du pouvoir, de toute manière, ça va devenir une dictatrice sans cervelle au bout d'un moment, emportée uniquement par sa haine. Au point qu'elle en fait des décisions qui, même si on veut mettre un royaume dictatorial donc en place, sont complètement stupides. Et le traitement de Catelyn Stark dans les romans, où là, quand elle revient en ayant vraiment acquis quelque chose qui, certes, est très sombre, et sa description est très sombre et plus du tout glamour, mais elle est hyper puissante, sa description, et elle revient en ayant effectivement, enfin, on adore la voir revenir dans cet état-là, parce que oui, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de puissant dans la manière dont elle se relève de ce qui lui a été infligé. Mais c'est quelque chose de puissant, de fort, de cruel, de dur, de sauvage d'un côté, et de l'autre, c'est encore une fois une femme qui devient hystérique. Et il y a quand même ce problème-là pour moi entre la série et les livres. Et il y a un vrai souci de traitement là-dessus. Et un autre traitement que j'ai trouvé très problématique dans la série, c'est le traitement de Brienne. Parce que Brienne, bon, c'est une figure assez classique à la base de la femme qui se bat comme un chevalier, mais qui ne peut pas avoir tous les droits qu'un homme. Ok, c'est une figure classique, mais plutôt bien traitée. Et à la fin de la série, donc désolé, spoiler ahead, coupé pendant 30 secondes, mais quand même, il faut encore qu'ils la mettent sous la coupe d'une histoire romantique avec un mec. Et qu'elle se retrouve donc à aller faire des grandes envolées romantiques. Non, ne m'abandonne pas, quoi. Il faut encore qu'on tombe sur le même truc de ah là là, mais c'est la fille qui a jamais couché avec personne et ça va changer sa vie, quoi. Pourquoi toutes les grandes figures, au bout d'un moment, doivent être réduites, quand c'est des grandes figures féminines, à des histoires je ne dis pas que ce n'est pas une dimension qui peut être super d'avoir une dimension sentimentale et émotionnelle, mais de réduire à un moment toutes les figures féminines à cette dimension-là, même quand ce n'est pas leur arc narratif de base, oui, là, c'est une réduction. Et là, de fait, je suis désolée pour Brienne, ce qu'ils lui ont infligé, c'est juste réduire un personnage super fort à la seule dimension dans laquelle elle n'est pas à l'aise et en appuyant dessus jusqu'à en faire un personnage ridicule. Et quelque part, pour moi, ce traitement-là m'a beaucoup plus gênée, par exemple, que beaucoup d'autres mauvais traitements plus visibles infligés à des persos féminins qui, là, peuvent passer sur le fait de « oui, effectivement, c'est une époque où on maltraite physiquement les femmes ». Où, évidemment, ils sont durs et ça ne veut pas dire que je les approuve. Mais là, on peut se dire « ok, dans ce monde-là, les femmes souffrent, elles vont essayer de s'en sortir ». Le traitement de Brienne, c'est de toute manière, une femme, elle peut être aussi forte, aussi axée sur d'autres objectifs que de coucher avec un mec. Le jour où ça va lui arriver, ça va complètement bouleverser sa vie et faire d'elle la 216e petite greluche qui va courir derrière lui dans la nuit. Et ça, franchement, ça m'a fait mal. Et je trouve ça intéressant sur en effet, le personnage de Brienne, parce que ça, bon, je crois qu'on l'avait tous constaté. Et quand on avait lu les romans et regardé la série, sur Brienne, on a vraiment tiqué, je crois, à peu près tous et toutes. Pour prolonger cette réflexion sur les romans, la série télévisée, puisque là, on est au cœur des différences, y compris parfois pas dans le bon sens, estimez-vous que globalement, la série télévisée est fidèle au roman et sinon, justement, je pense qu'Estelle a déjà en partie répondu, quel écart fait l'infidélité au roman? Je pense que... Pardon, Emmanuel, vas-y. Non, vas-y. Voilà, on a tous beaucoup ri de la simplification à outrance des 2 dernières saisons hein, qui ont, pour finir tout ça, détruit toute cette architecture. Enfin, tout à l'heure, je disais cathédrale et à la fin, on a un cabanon de jardin, quoi. C'est triste. C'est sûr, et en même temps, c'est ce qui est magique dans les livres, c'est qu'on ne peut pas imaginer, on ne peut pas savoir où il va nous emmener, qu'est-ce qu'il va faire encore, comment il va continuer à agrandir cette Sagrada Familia là, moderne. Donc bon, la série, moi je ne m'attendais pas à ce qu'elle réussisse avec brio, avec génie, à prolonger ce bonheur de sans arrêt découvrir de nouvelles couches d'univers, de nouvelles sculptures, nouvelles petites pièces dans les coins. Il fallait finir, quoi. Bon, un peu en cul-de-sac. C'est vrai, parce que en fait, finalement, tant que la série avait comme fondation les romans, globalement, évidemment, il y avait des choix d'adaptation, hein, parce que quand on adapte des romans, on ne peut pas les adapter littéralement. Il y avait déjà, on a parlé des différents personnages concernés là, avec ce genre de changement.
Mais c'est vrai que la plupart je pense, des téléspectateurs étaient global, même s'il y a toujours eu des détracteurs, étaient à peu près satisfaits jusqu'à la saison 5. Déjà, la saison 5, bon, c'est vrai que voilà. Après, il faut accélérer, en fait. Et une fois que ça a été décidé de terminer en 8 saisons, bon, malheureusement, c'est vrai que je pense que les showrunners qui l'ont bien voulu aussi, puisque HBO, visiblement, aurait bien voulu continuer, forcément, hein, c'était un peu la poule aux œufs d'or, se sont retrouvés un peu prisonniers de de cette volonté de terminer en tant d'épisodes. Donc voilà, après il fallait caser parfois à la truelle tout ce qui se passe. Et puis quand on a des centaines et des milliers de pages dans lesquelles puiser, c'est différent que d'avoir, je sais pas, des dizaines ou même des centaines de pages mais de notes, finalement, qui ne sont pas le roman lui-même. Donc je pense que déjà ça dévitalisait, si je puis dire, en partie la série. Lionel Davoust. Alors, si on parle justement pour le coup de la fin, alors si on regarde un peu, c'est intéressant et c'est rassurant aussi pour les auteurs. Quand on regarde un peu l'histoire de la généalogie de George Martin, alors on sait de l'écriture, je veux dire, de la jeunesse de Game of Thrones. Déjà, on sait tous que les bouquins mettent un certain temps à sortir, mais aussi, par exemple, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est le 2 ou le 3 en langue anglaise, dont il s'est rendu compte qu'en fait, il fallait qu'il les réécrive de zéro, après en avoir écrit quelque chose comme 600 ou 800 pages, ce qui est déjà un ouvrage absolument terrifiant, déjà de les écrire sans avoir à les refaire. Donc, Martin avait donné aux showrunners la fin, les grands pivots de l'histoire, etc., là où il pensait aller. Mais le process même de Martin montre que, il est quand même en train de découvrir les choses. Donc, la difficulté des showrunners, ça a été de se dire, bon, alors voilà tous ces fils narratifs un petit peu qu'ils ont été lancés. Il va falloir un peu renouer tout ça parce que le problème d'une série télé, c'est aussi que elle a des contraintes de temps, qui est qu'il faut sortir une saison tous les ans, an et demi, voilà, parce que les acteurs vont pas attendre, notamment quand il y a des acteurs un peu jeunes qui peuvent du coup prendre de l'âge et si ça marche plus très bien, on a vu notamment les enfants Stark grandir quand même beaucoup au cours de la série, plus que ce qu'ils sont censés probablement dans le laps de temps que la série nous montre. Les bouquins sont sur une temporalité différente. Donc il y a ces contraintes-là. Et alors, mais je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit par mes camarades. Prenant en compte les contraintes de production d'une série télé, c'était beaucoup mieux calé que moi pour parler de ça, mais je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont globalement pu. Maintenant, effectivement, on pourrait s'étriper sur la fin, qui, effectivement, on voit que, et on les a laissés avec la Sagrada Familia, et comme tu le dis exactement, s'il est le budget du cabanon pour finir. Et quand je parle de budget, je ne parle pas de budget monétaire, en termes de temps, en termes de temps d'antenne, et c'était probablement une gageure d'arriver à boucler tout ça. Je ne sais pas s'il était possible de boucler ça bien par rapport à toutes les promesses, à toute l'envergure que ça avait pris sur les premières saisons. Je crois qu'on a tous constaté que l'avant-dernière saison posait quelques débats, mais la dernière, il manquait la moitié d'épisodes. Enfin, clairement, c'était au bas de charge. Là, ça se voyait, quoi. Ça se voit, indépendamment des choix des showrunners qui ne sont pas absurdes, qui peuvent se défendre, même si en effet, les femmes, elles renoncent au pouvoir ou elles sont liquidées, elles sont prises de folie, etc. Ça renvoie à la question précédente. Mais voilà, je pense que ça, c'est un constat que font aussi bien les spécialistes du genre que les lecteurs et ceux qui ont regardé la série télévisée. Juste sur ce truc-là, effectivement, de manière générale, la série a fait un certain nombre de promesses qui ne sont tout simples, et de promesses sur les personnages, sur l'envergure, sur la profondeur du discours, sur le fonctionnement de l'univers, et tout ça se délite vers la fin, quoi. La série triche avec ses promesses, quoi. Ce qui est dommage. Et je pense que c'est pour ça que ça frustrait beaucoup. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose quand même, moi, qui me manque vraiment dans la série. Après, les débats sur comment c'est fini, puis il y a eu du beau spectacle, voilà. Mais dans les livres,
ce que j'attends, c'est le discours sur ces enfants, sur cette génération nouvelle. Là. J'ai l'impression qu'il construit quelque chose au fur et à mesure, dont j'ai envie de voir l'aboutissement en termes de discours sur l'humain, d'un point de vue éthique. Tous ces enfants qui ont tellement souffert, qui ont vu tous leurs parents mourir les uns après les autres, certains meurent, hein, des enfants aussi, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'il est en train de construire? Où il nous emmène en fait? Et ça, on n'a pas encore cette réponse-là. Et la série ne l'a pas donnée, à mon avis. Ah ben alors, juste si on parle si on n'est pas juste parti 2 secondes sur la fin, pour moi, c'est personnellement, c'est mon truc, c'est mon avis et je le partage. Pour moi, c'est le péché cardinal de la fin et de la fin de la série, c'est cette grosse impression de tout ça pour ça. Mais il n'y a pas grand-chose qui change. Et il y a un côté, mais pourquoi vous avez passé tant de temps à me raconter tout ça si c'est pour qu'au final, en gros, business as usual. Et déjà, c'est un problème de promesse narrative. C'est un côté, mais pourquoi vous nous avez raconté tout ça si c'est pour en arriver à ce truc-là? Et en plus, à mon humble avis, c'est un manque de respect vis-à-vis d'un code important de la fantasy. Alors oui, bien sûr, on peut s'affranchir des codes, mais la fantasy est quand même, entre autres, et même la narration de manière générale, est basée sur l'idée qu'on vous raconte ça parce que ça a une importance. En fantasy, la manière dont ça se transcrit assez souvent, c'est on vous raconte ça parce que c'est la fin d'un monde et le début d'un nouveau. Et je suis désolé, il n'y a absolument pas ça dans la fin de Game of Thrones. La fin de Game of Thrones, c'est on vous a raconté cette guerre-là, on aurait pu vous raconter celle d'il y a 1000 ans, on pourrait vous raconter celle d'il y a dans 1000 ans. Et c'est une tricherie narrative, à mon avis. Oui, Estelle? Je peux rebondir sur Lionel 30 secondes? Bien sûr. Et on pourrait évidemment détruire la fin de la série en plein de points. Évidemment, il y a ce problème de, justement, la fantasy, très souvent, nous montre des cycles de civilisation, des cycles de temps, a fortiori sur les cycles longs. On doit vraiment être dans la roue qui tourne, etc. Et la fin, les dernières images presque de la série, quand ils se retrouvent, le petit conseil, donc, dans le donjon rouge, tout ça, finalement, c'est des images qu'on a eues au début, mais en plus resserré, en plus petit. Et tout est resserré, tout est plus petit. On nous a montré un monde immense avant. Et en fait, dans les dernières saisons, ils font que le réduire. Peut-être aussi parce que, justement, est-ce qu'ils ont le bon adversaire final? Est-ce que de passer aussi rapidement sur les marches blancs ou les autres, tout ça, et que l'adversaire final, ça soit aller taper Cersei, qui finalement est toute seule dans son donjon, était-ce le vrai bon adversaire final? Ça reste une question. Mais quand même, si je peux aussi, j'aimerais dire du bien de la série avant tout, parce que je trouve qu'on n'en a pas beaucoup dit. Donc si je peux, voilà, avec énormément de réserves sur la fin. Mais quand même, une série, déjà, c'est pas que des scénaristes. Même si, évidemment, c'est important, c'est essentiel. Pour moi, l'un des boulots principaux qu'a fait Game of Thrones, la série, c'est le qu'a fait avec Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, c'est de montrer qu'on pouvait avoir un univers crédible au niveau de la direction artistique, au niveau des décors, des costumes, au niveau du jeu d'acteurs, en fantasy, en grande fantasy, en monde secondaire. Un univers crédible, adulte, avec des musiques qui fonctionnent énormément, qui marquent énormément. Il faut voir le nombre de prix techniques qu'a eu la série. Et ça, vraiment, c'est une des choses qui ont changé le jeu. Ça, c'est un truc qu'on ne pourra plus revenir en arrière, comme on ne peut plus faire les premiers films de fantasy, Donjons et Dragons, sérieusement, après avoir vu Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Voilà. Est-ce que tu as vu le 3, Lionel? Non, j'ai vu le 1, ça m'a suffi. En plus, j'ai vu au cinéma. J'avais décidé que j'avais suffisamment donné. Mais juste, merci d'avoir dit ça, parce que tu as entièrement raison. Et c'est vrai que j'ai un peu bâché là. Mais oui, j'ai pris un grand plaisir. Je suis ravi vraiment de voir qu'on ne pouvait faire quelque chose d'aussi ambitieux. Notamment au début, c'était vraiment pas un pari gagné avec cet univers-là. Et ils se sont tirés notamment au début avec énormément d'intelligence pour éviter de mettre du budget là où matériellement c'était pas possible de représenter certaines choses. Et notamment, il y a aussi quelque chose qu'ils ont réussi à faire. Ils ont évidemment réduit la complexité des intrigues militaires, mais il fallait, parce que c'était pas traduisible. Et ils les ont beaucoup concentrés sur quelques grands épisodes de bataille, mais là, par contre, ils n'ont pas hésité à faire de la bataille qui dure un épisode entier, et des batailles vraiment hyper épiques, hyper bien filmées, avec des vrais enjeux cinématographiques, avec un vrai propos de réalisation, des options de réalisation parfois très tranchées, qui ont été débattues, mais qui, mine de rien, ont le mérite d'exister. Par exemple, le clair-obscur,
le seul épisode à peu près que j'ai aimé dans la dernière saison, c'est très clairement la bataille de Winterfell, même si elle n'est pas parfaite, mais ce clair-obscur, ok, fallait y aller, mais ils l'ont assumé à fond, quoi. Et ils y sont allés. Et quand on voit, par exemple, à quel point, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent ou qui ont vu l'adaptation de La Reine Margot par Patrick Chéreau, qui a plein de bons points, et qui, à l'époque, y allait d'ailleurs pas mal dans le sang et tout ça pour ceux qui aiment. Par contre, ils avaient pris l'option inverse qui était de vraiment plonger dans toutes les complexités donc, de tous les mouvements, de tous les camps, etc. Et ça, c'est des passages qui perdaient complètement le spectateur. Alors que par contre, là, d'avoir vraiment tout misé sur ces énormes scènes de bataille encore plus resserrées au niveau des enjeux personnels que dans les romans, oui, c'est un pari qui fonctionne et c'était le bon. Donc, il y a plein de bons paris comme ça. Et quand même aussi, peut-être que la déception était d'autant plus grande parce qu'ils ont installé tout ça avant, quoi. Et disons, ça fait un peu pareil pour filer la métaphore avec Peter Jackson, comme si au lieu de faire le 3e épisode du Seigneur des Anneaux, il avait aussitôt fait la bataille finale du Hobbit, quoi. Voilà. On approche du moment où on va donner la parole aux lecteurs, ceux qui se sont inscrits pour suivre cette table ronde. Je voulais vous poser une dernière question, mais qui va bien dans la continuité de ce que vous êtes en train d'expliquer les uns et les autres. La fin du cycle de George Martin n'est pas connue, évidemment. Celle de la série l'est. Quel problème cela pose-t-il, à votre avis, pour un écrivain ? Moi, je pense que c'est terrible. Enfin, vraiment, il a une pression maintenant qui est phénoménale. Moi, je me demande si on aura la fin un jour. Vraiment, je trouve que pour un être humain, avoir ça sur les épaules, c'est dantesque. Trop de pression. Entièrement d'accord. C'est... Déjà, il en avait une assez phénoménale avant qu'il y ait la série et tout. Et j'ai aussi beaucoup de compassion pour Martin parce qu'on lui fois beaucoup de mal de lui. Ah là là, il écrit pas les bouquins, il les rend pas. Attends, c'est quand même drôlement compliqué d'écrire un truc pareil. Et voilà. Non, je suis entièrement d'accord avec toi, Aurélie. Alors, j'ai entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, s'il y a des spécialistes dans la salle qui connaissent mieux la chose, ils pourront peut-être confirmer ou infirmer. J'ai entendu dire qu'il avait donné la fin qu'il imaginait au showrunner, c'est que du coup, il en avait une autre en tête et que du coup, peut-être qu'il allait écrire l'autre. Ce qui pourrait être intéressant et qui serait peut-être la meilleure manière de s'extirper de cette pression, d'ailleurs, de faire autre chose. Moi, j'en étais resté juste par 30 secondes au fait que, en gros, les grandes lignes seraient les mêmes. Après, peut-être que le seul avantage qu'il a, c'est que comme il y a, mine de rien, pas mal de déçus, bon, par la série, j'entends, voilà, et si c'est jugé par rapport à la série, ça lui laisse un peu de marge. Mais c'est vrai que j'aimerais pas forcément être à sa place. Au pire, il peut demander à Brandon Sanderson de terminer à sa place, je sais pas. Oui. Là-dessus, si je peux revenir 30 secondes sur quelque chose que disait Lionel tout à l'heure, quand il a parlé du temps des scénaristes et de la pression qu'ils ont pour écrire très vite, pour livrer vite et tout. Pour moi, après, Lionel connaît beaucoup mieux Martine que moi, donc pareil, je lui laisserai, mais je trouve que dans le fait que justement Martine prenne son temps pour écrire ses livres, il nous donne une leçon qui est vraiment précieuse, notamment pour nous tous en tant qu'auteurs, qui est que ce monde, le monde culturel aujourd'hui, nous pousse toujours à produire plus vite. On nous demande quelle est ton actualité, sur quoi tu travailles, quels sont tes prochains romans, sors un roman et tout. Et aussi, il y a beaucoup, oui, non, mais on aime bien ça dans tes romans, donc continue à le faire. Et par exemple, c'est vrai que les scénaristes, on a beaucoup vu ils ont mis plein de twists parce que leur twist, c'était un des trucs qui avait été remarqué dès le début. Donc, il y a toute cette pression-là et tout. Et Martine, en prenant le temps d'écrire, peut-être que nous, on peut s'en inspirer en nous disant, faut peut-être que toute cette pression qu'on a du monde autour de nous, chacun à notre petit niveau, on arrive à en faire abstraction pour prendre le temps que nos romans doivent prendre pour s'écrire. Et suivre cet exemple-là de dire, non, c'est pas parce que tout le monde est là à nous mettre la pression, ton roman, il doit s'écrire, et puis ça, il faut que tu le mettes dedans parce qu'on adore quand tu fais ça. Voilà, de se mettre dans notre ton d'auteur, qui n'est pas le temps d'une certaine frénésie culturelle parfois. Et pour moi, en tout cas, c'est l'un des aspects de l'écriture sur lequel je réfléchis pas mal en ce moment. Et c'est vrai que l'exemple de Martine et de la fin de la série Game of Thrones, ça me pousse beaucoup à réfléchir à ça aussi.
Bien, bah écoutez, déjà, merci pour cette première partie, puisque ça nous a déjà bien éclairé un petit peu sur les rapports entre les romans et la série et le rôle et la place que Game of Thrones a occupé et continuera longtemps à occuper. Mais il y a des questions qui nous sont arrivées. J'en prends une première qui est, pour revenir sur le comparatif Hobb-Martin, ça s'adresse à nos 5 intervenants, donc si Colki a envie. Pensez-vous possible et rentable, entre guillemets, l'adaptation de ces trilogies, et en particulier, je pense, le cycle de l'Assassin Royal? Alors, je pense que ça pourrait, l'Assassin Royal. Pas tout dans. J'ai oublié le roman en français, Realm of the Elderlings, c'est Royaume des Anciens, je crois. Mais j'ai peur de confondre avec la Cité des Anciens. Toutes les séries, à mon avis, de Hobbes ne sont pas forcément adaptables. Par contre, en adaptation aussi qui fait quand même parler d'elle en ce moment dans le genre, alors on est dans un registre complètement différent, mais il y a Witcher qui réhabitue un peu le public à avoir un personnage central fort et qui fait, sur lequel tout repose et tout fait pivoter. Donc je pense que l'Assassin Royal, ça serait complètement faisable et ça coûterait certainement moins cher que Game of Thrones. Justement, question qui est posée à la présidente TMA, et là c'est Ostramus qui nous demande: considérez-vous le Trône de Fer comme une œuvre sociologique à l'instar du cycle de fondation d'Isaac Asimov? Oui, moi je pense que pleinement, enfin moi c'est ce qui m'a le plus intéressé. Sociologiquement, c'est très intéressant cette relecture et je pense qu'on a beaucoup de travail et de relecture à faire nous-mêmes de l'œuvre de Martin pour se demander ce qu'il nous dit d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est allé explorer tout ça de cette manière-là par rapport à maintenant, par rapport à aujourd'hui. C'est très intéressant. Alors après, bon, il y a eu des récupérations sur le côté voilà, Winter is Coming avec la question écologique, mais à mon avis, ça va bien au-delà de ça j'ai envie de relire encore et de me reposer des questions, surtout que le monde a un petit peu changé dernièrement. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous a appris, qu'est-ce qu'il peut nous apporter et pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il fait ces choix-là par rapport à maintenant, par rapport à aujourd'hui? Estelle parlait avant de la question de l'excuse historique en fantasy. Je pense très rapidement, je pense que la fantasy est résolument un genre actuel et moderne parce que il nous parle fréquemment, elle nous parle, et notamment c'est le cas de Game of Thrones, elle nous parle d'un Moyen-Âge fantasmé plus ou moins, mais on le lit aujourd'hui. On le lit avec nos sensibilités actuelles et toute la fantaisie, à mon avis, repose sur cette espèce de fossé, de dialectique, de dialogue entre nos sensibilités actuelles et l'univers mythique ou médiéval qui nous est dépeint. Et pour moi, toute la fantaisie, elle s'installe dans cet intervalle, dans ce dialogue entre les deux. Et donc, à partir de là, déjà, je pense que tous les auteurs doivent se poser la question, de se dire où je place mon curseur, où est-ce que je place mon dialogue, comment je me place par rapport aux choses. On en a parlé avec Estelle, ne serait-ce que par exemple sur les questions de stratégie médiévale, qui sont très différentes de la manière moderne de penser la guerre, par exemple, parce que ça implique un rapport à la vie, ça implique un rapport à l'individualité, ça implique un rapport à la patrie qui sont très différents et qui sont plus les nôtres, et au point que certaines choses peuvent paraître complètement invraisemblables alors que certaines choses se sont vraiment déroulées. Donc à partir de là, sociologique, je ne sais pas. Par contre, ce dialogue, pour moi, il est là dans Game of Thrones. Et justement, on parlait de la représentation des femmes juste avant, plus ou moins réussie. Ce dialogue est là, et je pense que la fantasy, aujourd'hui, a du mal à faire l'économie de cette réflexion. Parce qu'effectivement, comme Estelle le pointait, l'excuse historique, ça va un temps, quoi. Et surtout, on a le choix de dépeindre ce qu'on veut. Donc, le choix de dépeindre peut transcrire un choix ou des biais ou un aveuglement, je m'inclus totalement là-dedans, potentiellement de l'auteur en tant que personne. Et c'est des réflexions qui sont en cours et qui se poursuivront toujours, je pense. Oui. Après, il y a quelque chose que la fantaisie, et notamment la fantaisie de Martin amène avec ces changements par moments assez radicaux de balance de pouvoir, notamment dans Westeros et ailleurs, c'est qu'il nous montre justement la précarité du monde et la précarité de l'existence et comment tout peut basculer à un moment. Et tout peut basculer sans que forcément les gens l'aient vu venir. Et
justement, c'est pour ça que pour moi aussi, cette espèce de retour à la normale à la fin fonctionne très moyennement. Et notamment avec ce qu'on vient de vivre cette année, on a vu qu'effectivement, des choses pouvaient très vite basculer dans des directions qu'on n'attendait pas du tout et qui, quand on les administrait avec un peu plus de recul, étaient déjà là, si en germe. Et moi, j'ai grandi dans une époque où on parlait beaucoup de fin de l'histoire, que maintenant tout était terminé. Et puis le monde s'est remis. Et l'histoire s'est remis à bouger, parfois très violemment. Et mine de rien, c'est une des leçons de la fantaisie, et a fortiori de la fantaisie historique, et a fortiori de la fantaisie de Martine pour moi. Il y a encore des questions, je ne peux pas évidemment toutes les prendre, et puis certaines, on y a déjà répondu dans la poursuite de la discussion. J'en vois une de Patricia Ono qui nous demande, l'écriture de Martine est marquée par le fait qu'il a été scénariste. Pensez-vous que son passé de rôliste joue également dans son écriture? C'est pas vraiment une réponse, mais je pense que c'est un point qu'il est intéressant de mentionner en passant, qui est qu'effectivement Martine était scénariste et que on en a vaguement parlé. Loin de moi l'idée de mettre un jugement sur la traduction, mais le fait est que la traduction des premiers volumes et la version originale sont très différentes. Et l'écriture de Martine en anglais est beaucoup plus blanche, c'est-à-dire transparente que ce qu'elle n'est en français. Et alors rôliste, je sais pas, peut-être est-ce qu'on pourrait y voir le fait d'avoir plusieurs factions, qui est quand même un grand classique du jeu de rôle, mais c'est un classique du jeu de rôle parce que c'était un classique du genre avant. Par contre, clairement, pour moi, en tout cas dans ce que j'ai lu en anglais, je trouve qu'il y a vraiment une patte de scénariste où ça n'empêche pas la beauté dans l'expression, mais c'est un style informatif. C'est un style beaucoup plus, j'ai pas envie de dire de théâtre, mais c'est un style beaucoup plus transparent et factuel qu'il n'est rendu dans les premiers volumes de la traduction française. Ça, c'est sûr. Vous avez parlé des sources littéraires et historiques de Martine, en particulier sources françaises. Lionel en particulier nous en a dit un mot. Il y a Stéphanie Benava qui nous pose une question qui va dans ce sens-là et qui veut creuser un peu la piste. Pensez-vous que la mythologie et les légendes ont pu également inspirer Martine? Si oui, avez-vous des exemples? Moi, j'ai l'impression que alors, dans la série, il y a plus de fantaisie, plus de magie que dans les livres. Donc, c'est surtout, en fait, comment est-ce que les légendes ont inspiré les scénaristes de la série. Parce que finalement, moi, j'ai l'impression que dans les livres, il s'est surtout inspiré de visions fantasmagoriques que pouvaient avoir les gens au Moyen-Âge, des confins, ces dragons qui en fait étaient peut-être juste des varans de Komodo, ou voilà, comment les légendes sont nées plutôt que les légendes elles-mêmes. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue plus dans les romans. Donc, je sais pas, j'ai plutôt l'impression qu'il a cherché énormément d'éléments historiques que d'éléments littéraires, mythiques ou de légendes pour nourrir son œuvre. Alexandre Évrard, lui, s'interroge sur autre chose et vous interroge là-dessus. Le succès de Game of Thrones ne pourrait-il pas être un frein à la diversification du genre fantasy, dans le sens où on s'enfermerait dans des mondes médiévaux et occidentaux? Qu'en pensent les écrivains? Très clairement, quand je vois ce qui... je t'ai coupé, Emmanuel? Non, mais vas-y, commence. Quand je vois ce qui se passe aussi bien en France que dans le monde anglo-saxon, non, c'est très clairement pas le cas, et notamment de la part du jeune lectorat, de la jeune génération du lectorat, il y a une énorme demande de diversité qui est là et qui dit justement Game of Thrones, c'est super, c'est bien fait, c'est hyper bien fait, mais maintenant, ça c'est fait, il faut aller voir ailleurs, quoi, aussi. En prenant toutes les leçons dont on a parlé là, mais il y a une vraie demande de diversité et il y a des autrices et des auteurs qui sont là, qui veulent y répondre. Donc, pour le coup, on est très loin, pour moi, de la tentation de l'enfermement. Question la plus sur l'impact des romans et surtout de la série. C'est Aurélie Passy qui pose la question. Pensez-vous que Martine et Game of Thrones amènent de nouveaux lecteurs à la fantasy ou, de manière plus générale, aux lecteurs de l'imaginaire? Là, pour répondre, moi, je dirais que c'est toute la question, en fait, justement, parce que c'est le fait de réussir à faire traverser ces lecteurs et lectrices qui ont été attirés par une seule œuvre, j'ai envie de dire. Par exemple, justement, les lecteurs de Game of Thrones ou les lecteurs d'Harry Potter à l'époque ou de The Witcher.
c'est arriver à attirer ce nouveau public vers justement d'autres œuvres de fantasy. Donc, est-ce qu'il amène de nouveaux lecteurs? Oui, forcément, puisqu'il fait augmenter ses ventes. Après, est-ce qu'il fait augmenter les ventes globales du genre, les ventes moyennes, on va dire? Justement, c'est toute la question, et je ne suis pas persuadé que la bascule se fasse, en tout cas forcément pas systématiquement, parce que les lecteurs cherchent toujours des choses différentes, donc ils ne vont pas se mettre à lire absolument toute la production qui est déjà bien étoffée en France. Mais oui, pour moi, c'est vraiment une problématique importante de réussir, aussi bien pour le coup pour les éditeurs que pour les auteurs, c'est réussir la bascule entre une série à succès et le genre auquel elle se rapporte. Alors, j'ai juste une donnée. Moi, j'ai discuté avec 2-3 éditeurs qui me disaient que les ventes avaient pas, enfin, que les ventes étaient bonnes, mais que surtout les ventes de Martine étaient bonnes et que en soi, ça n'avait pas augmenté le nombre de lecteurs pour les autres livres, et que la bonne santé du marché de la fantasy était voilà, concentrée sur Martine ou sur d'autres grosses pointures. Mais pas, ça s'est pas dispersé a priori. Alors après, il faut attendre, hein, c'était des chiffres de 2018 surtout. Mais c'est plus que ça même, parce que je crois qu'il n'y a que le Trône de Fer qui marche. Les autres bouquins de Martine ne sont pas spécialement Oui, il y a aussi ce connus, phénomène-là. Ouais. C'est surtout ça. C'est vrai que les autres, ces recueils de nouvelles ou ces novellas, ça reste un succès d'estime. C'est assez confidentiel, alors que c'est lui, quoi. Après, ce qu'on a comme expérience avant, c'est ce qui s'était passé au moment du Seigneur des Anneaux en film, où on avait dit que ça allait ouvrir la porte à plein de choses. Et en fait, ça a fait lire Le Seigneur des Anneaux à plein de gens, ce qui est très bien. Voilà. Mais ça n'a pas forcément ouvert la porte à plein d'autres films de fantasy qu'on nous annonçait, à plein de gens qui découvraient la fantasy. Là, ce que je vois qui est un peu différent quand même, c'est qu'il y a d'autres séries de fantasy qui commencent à arriver, plus qu'il y a eu d'autres films de fantasy après Le Seigneur des Anneaux. Donc peut-être il y a d'autres séries de fantasy qui arrivent. En multipliant un peu les séries, ça peut installer l'idée qu'il y a un genre, qu'il y a un paysage, et peut-être qu'après, ça passera au roman. Ah, mais ça, c'est parce que le patron d'Amazon est fan de fantasy, donc il achète les droits de tous les cycles qui passent. Mais clairement, l'exemple du Seigneur des Anneaux de Jackson nous a montré que c'était pas automatique qu'un livre qui tout à coup devient super connu fasse découvrir un genre. Il y a l'exemple des jeux vidéo, hein. Ça fait des années qu'on joue à des jeux de vidéo qui sont fantasy. Est-ce que ça amène des gens vers la lecture fantasy? C'est pas dit du tout, hein. Non, juste, alors je suis d'accord avec toi, Aurélie. C'est pas ça. Pour moi, il y a deux choses là-dedans. Il y a faire venir les gens, s'ils veulent, bien sûr, à la lecture, et faire venir les gens au genre. Alors, pour moi, c'est deux problèmes différents. Le fait de faire venir au genre, je pense qu'il ne peut pas y avoir une œuvre qui va être la cause d'un seul coup, qui va tout changer du jour au lendemain. Je suis assez d'accord avec toi, Estelle, sur le fait que un succès plus un succès plus un succès, ça finit petit à petit par installer dans l'inconscient collectif que oui, c'est un genre convenable qu'on peut lire sans honte, et que c'est pas, entre guillemets, c'est pas partie des mauvais genres. On voit un peu le phénomène sur tous les fronts de l'imaginaire commencer à arriver depuis 10-20 ans où petit à petit, quand même, on voit arriver des articles dans les presses généralistes, ce qui est nouveau. C'était impensable il y a 30 ans avant l'adaptation du Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, ça a été un tel phénomène que d'un seul coup, on s'est dit, tiens, peut-être il y a quelque chose. Et à force qu'on se dise peut-être qu'il y a quelque chose, il y aura quelque chose, je pense. Après, quand même, autant que les grosses machines donc, qui font des grands succès, je pense qu'il y a un boulot qui est aussi en train de changer les choses, vraiment, et qui est en train de faire bouger l'image des gens de l'imaginaire. C'est attaqué par l'autre côté de la montagne quelque part, c'est le boulot que font les universitaires. Et mine de rien, le fait qu'il y ait justement des colloques comme celui-ci qui arrivent et qui est le travail universitaire, notamment d'Anne Besson, que je salue beaucoup et très bas au passage, le boulot qu'elle a fait sur son dictionnaire de la fantaisie aussi, permettent de montrer que déjà il y a un genre qui existe avec des contours qu'on commence à étudier. Donc mine de rien, ça nous place sur une carte qui est plus vaste que simplement les rayons des librairies où on est d'habitude. Et ça donne une légitimité aussi différente, et une légitimité qui, pour le coup, là, profite vraiment à tout le genre. Donc, ce travail-là est peut-être moins visible directement du grand public, mais pour moi, il est vraiment aussi pertinent et aussi nécessaire pour installer davantage nos genres. Il ne faut pas l'oublier, quoi.
Désolée, mais j'ai un peu grillé. C'est justement une question que je voulais vous poser, mais Estelle a commencé à répondre. C'est sur la légitimation du genre. Bon, les colloques, le travail que font un certain nombre d'universitaires, dont évidemment premier chef Anne Besson, et ce sont des choses extrêmement positives. On voit bien le travail qui a été fait avec la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Aujourd'hui, on sait bien tous que entre ce qu'il y avait il y a 30 ou 40 ans dans les domaines de l'imaginaire et la réception aujourd'hui, on pourrait parler en science-fiction d'Alain Damasio, hein, c'est la même chose, et il y a quand même des barrières qui s'effondrent de plus en plus. L'hostilité non argumentée à l'imaginaire et à la fantaisie en particulier sont des combats d'arrière-garde. Ils sont encore puissants dans certains domaines, le contrôle des prix littéraires, là il y a des enjeux, mais c'est une autre discussion, mais en tout cas, j'ai l'impression, en tout cas ça c'est la question que je vous pose, j'ai l'impression quand même que Game of Thrones, avec d'autres, hein, avec tout ce qui s'est fait sur les films, Tolkien, etc., les adaptations, c'est quand même un des éléments, avec les séries télévisées de SF, de fantastique et de fantasy, un élément de légitimation quand même à une échelle de masse, y compris la façon dont les journalistes qui n'en parlaient pas ou qui ironisaient, etc., se sont ralliés, y compris pour de mauvaises raisons, qui est l'impact planétaire de la série. J'ai quand même l'impression, enfin je ne sais pas si c'est votre sentiment, vous le direz, j'ai quand même l'impression que ça joue en tout cas un rôle de légitimation de masse. Lionel ? Moi, j'ai eu deux moments qui ont été des symboles très forts. C'est que déjà, la célèbre collection pour les nuls, je crois que c'était Édouard Brazet qui a fait un bouquin, La fantaisie pour les nuls. Si une collection oui, avec... C'est fait Jen. Excusez-moi, pardon. Pardon Jean-Louis. Si une collection si vaste que pour les nuls se dit que la vache, on a fait Windows pour les nuls, mais c'est important qu'on fasse la fantaisie pour les nuls parce qu'il y a des gens qui ont peur de passer pour des nuls si on n'a pas ce bouquin-là, ça me paraît un indicateur assez intéressant. Autre chose qui est purement mon expérience, donc elle vaut ce qu'elle vaut, mais en salon généraliste, un truc nouveau que j'ai vu, c'est que quand je vois en salon généraliste, des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs d'imaginaire, passent devant ma table, voient les bouquins, se demandent ce que c'est, et des fois, c'est des gens visiblement, je veux pas, voilà, mais il y a dans les salons généralistes, on a des gens qui ne lisent pas d'imaginaire et qui n'en ont parfois jamais entendu parler. Et il y a 10 ans, quand je voyais les gens sur la table dans ce genre de contexte, il fallait que j'explique ce qu'était que la fantaisie. Voilà, c'est de la fantaisie, ça fonctionne comme ça, etc. Et donner des grands jalons. Aujourd'hui, c'est plus nécessaire du tout avec le public, en salon généraliste. Je dis, c'est quoi? C'est de la fantaisie? Ah, d'accord. Je reste bleu chaque fois que ça m'arrive parce que j'ai l'habitude depuis longtemps d'expliquer, de devoir expliquer à chaque fois, c'est plus nécessaire. Et ça, je pense que c'est quand même intéressant. Juste très rapidement, en termes de légitimation, ce qui s'est passé à la BNF cette année, je pense que c'est légitime. Entre l'expo Tolkien et le site sur la fantasy, voilà, la légitimation, elle est là. C'est la BNF quand même. Enfin, et puis, qui a mis des moyens, qui a fait quelque chose de beau, d'agréable. Voilà, c'est légitimé. Oui, la BNF, j'ai rencontré certains de leurs responsables qui ont envie de progresser dans les partenariats, entre autres avec les Imaginales. Donc, c'est des choses qu'on voit, en effet. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Là, il n'y a plus de questions précises. Sinon, c'était plutôt des commentaires d'un certain nombre de nos amis universitaires qui pouvaient donner, évidemment, mais ce serait trop long, on va dépasser notre horaire, des éclairages sur les différentes références qu'on a fait aux marges de la honte, etc. Enfin, voilà. Je crois qu'on l'a à peu près expliqué, sinon, donner toutes les sources historiques. Écoutez, si l'on fait le tour, du moins répondu à un certain nombre de questions, je vais faire la petite conclusion toute simple. D'abord, remercier les auteurs qui ont participé et qui, pour certains, ont terminé certaines lectures qui étaient en cours. Donc, un grand merci parce qu'on a tous plein d'autres occupations. Je précise en plus que ce travail étant lié au colloque est universitaire et donc bénévole, contrairement à la quasi-totalité de ce qu'on fait aux Imaginales. Ce n'est pas rémunéré, donc encore un plus grand merci à vous d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je dirais en conclusion qu'au moment de nous quitter, je tiens donc à vous remercier tous les 5, à remercier aussi celles et ceux qui, dans les services de la ville d'Épinal, on en avait quelques-uns parmi nous, ont permis que cette session puisse avoir lieu dans d'excellentes conditions. On l'a dit, la table ronde sera mise en ligne. Les actes du colloque intégreront, évidemment, elle sera
remise en forme, travailler en commun, mais cette table ronde sera là aussi présente dans les actes du colloque, avec à la fois les différentes interventions d'universitaires qui ont déjà eu lieu en ligne, et puis l'autre moitié, puisque toutes, pour des raisons diverses, n'ont pas pu être faites en ligne, et qui seront donc à découvrir dans les actes du colloque. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir, quelles que soient nos interrogations, nos réticences, nos critiques. Martin est un immense écrivain, vous avez eu raison de dire que ce n'était pas seulement l'homme de Game of Thrones. Lionel a eu le plaisir de faire un dossier sur lui. J'ai eu le plaisir de publier des nouvelles dans des revues dont je m'occupais aussi. C'était quelqu'un qui maintenant est difficilement accessible, mais qui est extrêmement agréable et facile de contact. C'est un grand écrivain dans tous les genres. Je n'ai plus le titre en tête, mais peut-être que quelqu'un d'entre vous pourra le citer. C'est un grand roman de fantastique qui fait référence au Nazgûl, un groupe de rock mythique qui n'a pas existé dans la réalité, mais qui parle merveilleusement du rock. Quelqu'un a une idée du titre? Armageddon Run, non? Voilà, Armageddon Run, qui est un livre qui m'a marqué, que j'ai relu, qui est un livre magnifique que je conseille à tous ceux qui aiment la grande littérature et le rock en particulier. Et évidemment, c'est à la fois un beau romancier, mais aussi un très très beau novelliste. Je vous recommande ses recueils, entre autres, vous les trouverez chez nos amis d'Actu SF. Un immense merci à tous, une très bonne soirée, et vive la fantaisie et vive les Imaginales.